Bonjour. Dans ce cours de physiologie animale intitulé Les cellules excitables, dans ce cours, on va voir d'abord les cellules nerveuses, à savoir les cellules gliales, les cellules et les tissus nerveux, l'ontogénèse et organisation anatomique, naissance et transmission de l'influx nerveux, les synapses, neurotransmetteurs, les récepteurs et communication intercellulaire, et on va voir aussi l'étude de la jonction neuromusculaire. En deuxième partie, on s'intéressera à la cellule musculaire, dont on va voir en détail l'organisation anatomique, histologique et moléculaire. Puis, on va voir également le mécanisme de la contraction musculaire. Comme définition, les cellules excitables sont des cellules qui modifient leur activité suite à une stimulation soit interne ou bien externe. Ça veut dire que la cellule excitable elle a cette propriété de modifier son activité en la stimulant, soit une stimulation interne ou bien externe. Les cellules excitables dont on va parler dans ce cours sont les cellules nerveuses ou neurones et les cellules musculaires ou bien les myocytes. Donc, les cellules nerveuses ou bien le système nerveux, c'est l'ensemble des structures qui coordonnent les fonctions d'un individu et permet donc ses relations avec le milieu extérieur. Ça veut dire que le système nerveux, c'est lui qui permet à l'individu, à l'organisme, d'avoir les informations de milieu externe ou aussi les informations de milieu interne. Par exemple, il y a un changement de la pression artérielle, diminution ou augmentation de la température. Toutes ces informations sont recueillies par le système nerveux et c'est lui qui va les traiter par la suite au niveau des centres nerveux. Ces cellules nerveuses sont essentiellement donc constituées de deux types. C'est les cellules gliales, qui sont des cellules de soutien, et les neurones, que sont les cellules spécialisées pour la transmission de l'information, c'est-à-dire l'influx nerveux. Et les cellules gliales qui ont un rôle de soutien pour ces cellules nerveuses ou bien neurones. Ensuite, les fonctions de ces systèmes nerveux sont basées sur deux propriétés essentielles. C'est l'irritabilité et la conductibilité, particulièrement développées dans le neuron. Ça veut dire que le neuron, il a deux particularités importantes, c'est l'irritabilité et la conductibilité. C'est quoi l'irritabilité d'un neuron? L'irritabilité d'un neuron, c'est sa capacité de réagir aux variations du milieu extracellulaire en modifiant les propriétés électriques de sa membrane. Ça veut dire que le neuron, elle est sensible à des variations de milieu externe, ce qu'on appelle des excitations, des stimulations. Donc le neuron, il a cette capacité de modifier ses propriétés électriques de sa membrane pour transporter ou bien pour transmettre cette information nerveuse. Il y a la conductibilité, c'est aussi la conductibilité d'un neuron et sa capacité à transmettre l'influx nerveux. Les cellules nerveuses constituent donc l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Donc, ils sont formés de corps cellulaires et des deux types de prolongements, c'est les dendrites et l'axone. Donc, cette partie-là colorée en jaune, c'est le corps cellulaire prolongé par les dendrites et l'axone. Les particularités de neurones, c'est
que le neuron permet d'y mettre et de conduire de potentiel d'action. Ça veut dire l'influx nerveux. Aussi, cette particularité s'explique par le fait que le neuron est une structure excitable. Nous avons dit que parmi les propriétés, c'est l'irritabilité suite à une excitation efficace de ces canaux. La mise en place du tube neural chez les vertébrés, c'est un rappel, tous les vertébrés passent par le stade de développement comparable après la fécondation. C'est tout d'abord, on a la segmentation de l'œuf au cours de laquelle l'augmentation du nombre de cellules aboutit à un stade de type blastula. La segmentation est suivie par la gastrulation, au cours de laquelle on va voir donc la formation de 3 feuilles embryonnaires suite à des mouvements des cellulaires importants. Ça veut dire qu'il y a des réarrangements et des mouvements importants des cellules qui permettent la formation de 3 feuilles embryonnaires. C'est l'ectoderme et le mésoderme et l'endoderme. En fin de la gastrulation donc, tous les embryons des vertébrés sont constitués de 3 feuillets. C'est l'ectoderme, feuillet le plus externe vers la partie externe de l'embryon, il recouvre l'embryon. Puis la deuxième partie c'est le mésoderme. Le mésoderme qui est un feuillet intermédiaire, c'est lui qui est à l'origine de la corde dorsale, ça veut dire après il va donner la colonne vertébrale. C'est la corde dorsale qui va donner la colonne vertébrale. Puis les somites. Les somites sont à l'ensemble du squelette, qui donnent l'ensemble du squelette et de l'appareil locomoteur et des parois qui vont se constituer à partir de somites divers de mésoblastes para-axiales pendant la 3e semaine de développement embryonnaire. Donc on a l'ectoderme, le mésoderme et enfin un 3e feuillet qui va qu'on appelle l'endoderme. C'est un feuillet plus interne vers les plus profonds qui délimite le tube digestif. Donc on a l'ectoderme suivi de mésoderme, le milieu, et l'endoderme. Donc après la fécondation, on a le zygote qui va subir la segmentation, la gastrulation. Vers la fin de la gastrulation, on a 3 feuillets, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. On s'intéresse à l'ectoderme parce que c'est lui qui va donner par la suite l'épiderme et le système nerveux central, puis le système nerveux périphérique. Le mésoderme, il va donner les reins, les organes reproducteurs, le muscle, le système vasculaire. Et l'endoderme, il va donner l'intestin, le poumon et le foie. Donc, l'origine de l'ectoderme, l'origine du système nerveux, sujet de notre cours, c'est l'ectoderme, ça veut dire le feuillet externe de l'embryon. Donc, je répète, l'ectoderme, c'est à l'origine du système nerveux central et système nerveux périphérique. Alors que le mésoderme, il donne d'autres organes tels que les reins, l'os, le muscle, et l'ectoderme, il donne d'autres organes tels que l'intestin, le poumon et le foie. Donc on récapitule, l'embryon il est formé de 3 feuillets, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Donc le mésoderme c'est vers au milieu, entre les 2 feuillets, l'ectoderme et l'endoderme. Et c'est l'ectoderme qui va donner le système nerveux. Après, on parle de la formation du système nerveux, du tissu nerveux pendant l'embryogenèse. C'est vers le 21e jour de la fécondation que le
la notocorde, il induit l'ectoderme sous-jacent à devenir le neuroecterne. C'est la notocorde qui va donc induire l'ectoderme à donner le notoecterne. Et enfin, on a le bourrelet neural, ça c'est en bleu, le bourrelet neural qui va donner donc la plaque qui délimite la plaque neurale des deux côtés. Bourrelet neural en bleu, il délimite la plaque neurale et il s'allonge antéro-postérieur pour donner un sillon bien appareil, ce qu'on appelle la gouttière neurale. La gouttière neurale. Et donc, en vue transversale, on a l'invagination de la gouttière neurale qui se referme pour donner le tube neural. Voilà, se referme pour donner le tube neural. Et on a détachement des cellules de la lèvre latérale de la plaque neurale, se détachent pour former ce qu'on appelle en bleu les crêtes neurales. Donc voilà un petit résumé sur les étapes de la formation de système nerveux pendant l'embryogenèse. Donc on a formation d'un tube neural, et de part et d'autre, on a la formation de crête neurale. Et tout ça, c'est à partir de l'ectoderme. En conclusion, on a le système nerveux réellement prend naissance au cours d'un processus qui s'appelle la neurulation embryonnaire. Donc la formation du système nerveux, c'est ce qu'on appelle la neurulation embryonnaire juste après la gastrulation. Neurulation embryonnaire, c'est la formation du système nerveux. On se différencie dorsalement en neuroectoderme qui s'invagine pour former ce qu'on appelle le tube neural, que nous avons vu tout à l'heure dans le schéma, qui est à l'origine du système nerveux central, neuralgique, et les crêtes neurales à l'origine de plusieurs structures annexes telles que l'appareil dentaire, l'os, les muscles et d'autres organes. Donc ça c'est une récapitulation sur la formation du système nerveux pendant l'embryogenèse. C'est deux phénomènes importants, ce qu'on appelle la formation de tube neural et la crête neurale. Concernant le système nerveux, il est formé en deux types. Ce qu'on appelle le système nerveux central, il est formé de l'encéphale, constitué de l'encéphale et la moelle épinière. Et on a le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est la partie du système nerveux formée des ganglions et des nerfs à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière. Ça veut dire tous les nerfs et les ganglions qui se trouvent hors du cerveau et de la moelle épinière font partie du système nerveux périphérique. Sa fonction principale, c'est donc de faire circuler l'information entre les organes et le système nerveux central. Ce système nerveux périphérique, il est divisé en deux types. C'est le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Le système nerveux somatique, ça veut dire la partie du système nerveux périphérique qui commande les mouvements et la position du corps. Il permet donc de percevoir par la peau des diverses sensations, le toucher, la chaleur, la douleur, donc et de découvrir aussi par les autres organes de sens le milieu externe, c'est la vision, l'audition et l'olfaction. Alors, le système nerveux autonome, ou bien aussi on l'appelle le système nerveux végétatif,
c'est la partie du système nerveux responsable à des fonctions, responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire. Ça veut dire c'est la partie involontaire du système nerveux. Elle est divisée en trois parties. Je commence par le système nerveux entérique. Le système nerveux entérique, c'est le système nerveux autonome qui contrôle le système digestif, tout simplement. Il est responsable de l'activité motrice de l'intestin, le peristaltisme, le vomissement, etc. Donc, et le système nerveux parasympathique, c'est l'action de ce système nerveux parasympathique correspond à une réponse de relaxation. Ça veut dire qu'il induit un ralentissement général des fonctions de l'organisme. Il diminue le rythme respiratoire, le rythme cardiaque et aussi la tension artérielle. Mais par opposition, il favorise l'appétit sexuel et l'appétit et la sensation sexuelle, le désir sexuel. Donc, le système nerveux sympathique, c'est l'inverse du système parasympathique. C'est un système qui donc l'activation de ce système donc qui prépare l'organisme à l'action. C'est une réponse au stress. Ça veut dire qu'il orchestre la réponse dite du combat ou de fuite qui entraîne donc une dilatation des bronchus, une accélération de l'activité cardiaque et respiratoire. Donc c'est une augmentation de la pression artérielle, c'est une augmentation de la transpiration aussi. Ce type de système nerveux, donc il favorise la consommation d'énergie par le corps, favorise les réactions du catabolisme, alors que le système nerveux parasympathique, c'est un système nerveux qui est responsable de la réponse de relaxation. Il favorise donc l'économie de l'énergie par le corps. C'est les réactions, favorise les réactions d'anabolisme. Donc voilà un petit peu les différents types de systèmes nerveux, à savoir le système nerveux central, qui est donc l'encéphale et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, qui est composé du système nerveux somatique et le système nerveux autonome, divisé encore en système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique et système nerveux entérique. Entérique, ça veut dire responsable au mouvement, au peristaltisme intestinal. Parasympathique, c'est le système nerveux responsable à la réponse de relaxation. Et l'inverse, c'est le système nerveux sympathique qui est responsable aux réponses de stress et donc il prépare le corps à la défense. C'est ce qu'on appelle les réactions ou bien la réponse de stress. Et l'autre, c'est la réponse de relaxation. Bien. Le nerf vague ou bien le système nerveux central, c'est essentiellement l'encéphale et la moelle épinière. Le système nerveux central, il est formé de l'encéphale, le cerveau et la moelle épinière. Alors que le système nerveux périphérique, il est formé des nerfs. Ça veut dire constitué des nerfs, les prolongements qui forment le système nerveux périphérique, c'est les nerfs qui prennent naissance à partir du système nerveux central. Les nerfs, donc le nerf vague ne serait d'aucune utilité s'il n'est pas relié à la périphérie de l'organisme par l'intermédiaire des nerfs. Et donc ces nerfs qui regroupent deux types de fibres nerveuses, c'est les afférences et les efférences. Les afférences, ce sont des nerfs sensitifs
des sensitifs, ça veut dire il contient des fibres sensitives. Elle permet la transmission de l'influx nerveux des récepteurs vers le centre nerveux. Donc, après traitement de l'influx nerveux au niveau du centre nerveux, elle est transportée ou bien transmettre par les voies efférentes ou bien les fibres motrices vers l'organe effecteur. Donc ça c'est les nerfs. Donc ils font la relation entre le centre nerveux, système nerveux central, et la périphérie, soit avec les récepteurs en cas des afférences et avec les organes effecteurs en cas des efférences. Ça veut dire les nerfs moteurs. Efférences, ce sont des nerfs moteurs qui contiennent des fibres motrices. Et les afférences, c'est des nerfs sensitifs qui contiennent des fibres sensitives. Le rôle des nerfs, c'est la transmission de messages, transmission de l'influx nerveux. Ça veut dire l'outil de communication entre cellules de l'organisme, d'un neuron à l'autre et d'un neuron à une cellule cible. On a soit donc les afférences, le rôle sensoriel, la fonction sensorielle, ça veut dire d'un neuron à l'autre. Sensibilité, c'est l'afférence qui peut être soit extroceptif au niveau de la peau, interoceptive au niveau des viscères, au niveau de l'intestin, au niveau des organes internes, proprioceptive au niveau des os, l'articulation, etc. Donc, ça c'est le rôle sensoriel. Il y a encore d'un neuron à une cellule cible contractile vers un muscle par exemple, on parle des efférences. Efférences qui peuvent être soit somatiques, ça veut dire vers le muscle strié, squelettique, et que peuvent être volontaires, ou bien végétatives, ça veut dire l'orthosympathique, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il contrôle l'action inconsciente, involontaire, le rythme cardiaque, musculus, c'est l'augmentation, l'accélération de potentiel d'action, ça veut dire augmentation de rythme. C'est prépare le corps à la défense. Le parasympathique, c'est l'effet de relaxation, ralentisseur sur le muscle, il diminue le potentiel d'action, ce qui favorise l'homéostasie du milieu intérieur involontaire. Donc voilà, le deuxième rôle des nerfs, c'est les efférences. Dans les efférences, donc on a soit somatique, soit végétatif. Et nous avons pris l'exemple de l'orthosympathique ou bien le sympathique et le parasympathique. Ce parasympathique qui est responsable à la relaxation du corps, alors le sympathique prépare le corps à la défense. La classification des nerfs, on peut les classer selon deux critères, selon leur composition en fibres et selon leur lieu de rattachement au nerf axe. Donc ça, c'est deux critères qui permettent de classer les nerfs. Selon la composition en fibres, on parle des nerfs sensitifs. Ça veut dire qu'il ne contient que des fibres sensitives, c'est des afférences. Deuxième type, c'est les nerfs moteurs. C'est des efférences, il ne contient que des fibres motrices. Et encore, on peut trouver des nerfs qui sont mixtes, ça veut dire qu'il contient les deux types de fibres, les fibres motrices et les fibres sensitives. Selon le lieu de rattachement de nerf axe, au nerf axe, on a deux types. On a soit les nerfs crâniens, qui en a 12 paires, qui peuvent être exclusivement sensitifs, exemple le nerf 1, 2 et le 8, ou bien exclusivement moteur, c'est le cas de nerf 3, le nerf 4, 6 et 11 et 12, ou bien mixte, le cas de nerf 5 et 7,
9 et 10. Le deuxième type de nerfs, c'est le nerf rachidien. Ce sont des nerfs qui prennent naissance, ça veut dire ils émergent à partir de la colonne vertébrale. Ces nerfs, ces deuxième type de nerfs, ils sont essentiellement mixtes, alors que le nerf crânien, ce sont des nerfs qui émergent directement du tronc cérébral, au niveau du tronc cérébral. Et les nerfs rachidiens, le 31 paires, tous mixtes, ils émergent à partir de la colonne vertébrale. C'est le nerf rachidien. Voilà donc les deux types de nerfs, ou bien les types de nerfs. On peut parler des nerfs crâniens, les nerfs rachidiens, ou bien les nerfs sensitifs, les nerfs moteurs et les nerfs mixtes. La structure d'un neuron de la cellule nerveuse, elle est formée essentiellement de trois parties. C'est les dendrites envers, c'est la partie envers les prolongements envers, et le corps cellulaire, c'est la partie envers là où il y a le noyau, et la troisième partie, c'est l'axone. Donc le corps cellulaire, ou bien on l'appelle aussi le soma, le péricardion, c'est la partie vitale de la cellule nerveuse. Il constitue, vous voyez, le cytoplasme, le noyau, et qui peut être volumineux. Et où là aussi, on trouve les dendrites. C'est des prolongements qui prennent naissance à partir du corps cellulaire. Et ces prolongements, ils changent de diamètre, sont variables, peuvent avoir un diamètre plus grand que celui de l'axone. Donc voilà les trois parties essentielles d'un neuron. C'est le corps cellulaire et les dendrites et l'axone. L'axone, c'est un prolongement unique, fin, homogène, relativement linéaire. Donc c'est lui qui sort et qui est à peu près très lent en comparaison avec les dendrites et se termine vers la fin par ce qu'on appelle les terminaisons, ou bien l'arborisation terminale. L'arborisation terminale qui ont sur des boutons synaptiques vers les extrémités. Donc vous voyez que le neuron est formé de trois parties. C'est le corps cellulaire et l'axone. Troisième partie, c'est l'arborisation terminale. Vers la fin, là où il y a les ramifications de l'axone. Donc l'axone, il peut se diviser en extrémités pour former ce qu'on appelle l'arborisation terminale. Et il permet d'établir des synapses donc avec la cellule cible, le cas de la plaque motrice. Maintenant, les types de neurones. Les neurones sont, on a trois types de neurones. On a des neurones multipolaires. Ces neurones qui ont plusieurs dendrites multipolaires, plusieurs dendrites à partir de corps cellulaire et un seul accent qui se termine par une arborisation terminale. Donc ça c'est le neuron multipolaire. Je répète, il y a plusieurs dendrites au niveau du corps cellulaire. Deuxième type, c'est le neuron bipolaire. Bipolaire, un seul dendrite et un axone. Donc, voilà le corps cellulaire. On a un seul dendrite qui part à partir de corps cellulaire et un axone. On le trouve généralement dans la rétine, au niveau des yeux, l'oreille interne et l'air olfactif du cerveau. Troisième type, c'est le neuron unipolaire. Unipolaire,
voilà le corps cellulaire avec un seul prolongement qui part à partir du corps cellulaire. Et après, il se divise pour donner les dendrites et l'axone. Généralement, ce sont des neurones sensitifs. Ce type de neurones, ce sont des neurones sensitifs. Donc, on a 3 types de neurones: multipolaires, bipolaires et unipolaires. Selon multipolaire, plusieurs dendrites; bipolaire, corps cellulaire de part, un axone et un dendrite; unipolaire, le corps cellulaire, il émet un seul prolongement, donc c'est unipolaire. Et par la suite, le prolongement unique va se diviser en axone et dendrite. Le processus de myélinisation, c'est tout simplement la formation de la gaine de myélène autour de la fibre nerveuse. En jaune, c'est la fibre nerveuse, et en bleu, vous voyez que l'enrôlement de la gaine de myélène autour de l'axone, enrôlement en spirale. On start le départ vers l'étape finale. Et donc la gaine de myéline résulte de l'enrôlement en spirale de la cellule gliale. Cellule gliale, ça veut dire ici le type de cellule de Schwann autour de l'axone. Cette myélinisation, c'est un symbole de maturation du système nerveux. Ça veut dire, lors de la formation de la gaine de myélène, ça veut dire on est dans l'état de maturation du système nerveux. Et encore, si on a la démyélinisation, ça veut dire disparition de la myéline ou bien des endommages au niveau de la gaine de myélène, ça, il peut affecter gravement la fonction nerveuse. Donc, la gaine de myélène, c'est l'enrôlement de la gaine formée à partir des cellules gliales autour de l'axone, et la myélinisation se fait lors de la maturation du système nerveux. Et si on a disparition de la myéline, on peut avoir des affections qui altèrent donc la fonction du système nerveux. Si on fait une comparaison des fibres nerveuses, on va voir c'est la morphologie. C'est exemple, est-ce que les fibres sont myélinisées, non myélinisées, et on va voir la vitesse de conduction. Généralement, les fibres myélinisées ont un diamètre plus élevé, jusqu'à 20 micromètres, et la vitesse aussi plus élevée, jusqu'à 120 mètres par seconde. Les fibres amyéliniques, non myélinisées, ils ont donc un diamètre faible et donc aussi une vitesse de conduction lente, faible. Donc, vous voyez, il y a différents types. On a le type A alpha, A bêta, A lambda, A delta, B et C. Il y a des types qui sont des efférences, il y a d'autres qui sont des afférences. Des exemples de fonctions de différentes fibres, par exemple, on parle de A alpha, c'est la motricité volontaire, sensibilité proprioceptive. Notez bien. Si on parle de A bêta et lambda, sensibilité extroceptive, le tactile, la pression, motricité, etc. Et si on parle de lambda, c'est la température, la douleur, le tactile. Si on parle de B, c'est les cellules préganglionnaires, alors que C, c'est responsable de la douleur. Il faut noter la différence entre les différents types de fibres nerveuses, soit au niveau de la conduction de l'influx nerveux, la vitesse, soit au niveau du diamètre myélinisé, non myélinisé, et donc aussi dans leur rôle. Ça veut dire qu'il y a des fibres qui sont sensitives, il y a d'autres qui sont motrices, etc. La substance grise, c'est une partie.
et la substance blanche. Donc la substance grise, il est formée autour du canal de l'épendyle. Ça veut dire au centre de la colonne vertébrale, on a le canal d'épendyle. Là, on trouve la substance grise qui est formée essentiellement des corps cellulaires et de neurones et leurs dendrites, hein, et puis leurs synapses. Cette matière grise, donc, elle émet des prolongements vers la partie antérieure pour former ce qu'on appelle la corne ventrale. La corne ventrale qui est une corne motrice. Ça veut dire les fibres qui passent de la partie ventrale, ce sont des fibres motrices. Et vers la partie dorsale, c'est des fibres sensitives. Donc ils forment ce qu'on appelle la corne dorsale. Donc on a la corne ventrale vers la partie antérieure. Elle permet donc de conduire l'influx nerveux moteur. Et l'autre, ils sont sensitives. Et là, au niveau du nerf spénal, le nerf rachidien, c'est mixte parce qu'il contient les deux. On voit, au niveau de la coupe, on voit que la substance grise prend la forme d'un papillon. La substance blanche, elle est formée des fibres nerveuses. Ça veut dire les fibres qui partent à partir du corps cellulaire qui forment la matière grise. Donc, ils se regroupent en faisceaux. Et donc, c'est ces fibres qui forment ce qu'on appelle la matière blanche au niveau de la colonne vertébrale. Elle est formée donc par les extensions, les prolongements qui prennent partie au niveau au niveau du corps cellulaire. Et donc, merci et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah.